Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En 2013 et 2014, 4 journalistes français ont été retenus en otage en Syrie par le groupe État islamique. 3 de leurs geôliers présumés comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès a débuté le 17 février, il doit se terminer le 21 mars. Le principal accusé est Mehdi Nemmouche, un homme déjà condamné en 2019 à la perpétuité en Belgique pour l'attentat contre le musée juif de Bruxelles en 2014. Code Source fait le point sur le procès des geôliers de l'État islamique avec Pascal Aigret et Timothée Boutry, journalistes au service police-justice du Parisien. On a choisi de commencer ce podcast il y a un peu plus de 11 ans, le 19 août 2014. Une vidéo particulièrement horrible est diffusée par le groupe État islamique. On y voit l'exécution d'un otage américain, un journaliste de 40 ans assassiné dans la région de Raqqa en Syrie. Oui, il s'agit de James Foley. Il est dans le désert, il y a une mise en scène absolument macabre, il est entouré par ses bourreaux. Il est en tenue de prisonnier orange, tenue de prisonnier américain. Et en fait, il est exécuté, égorgé. Cette exécution de James Foley, elle est le point de départ d'une séquence effroyable d'exécutions régulières d'autres otages occidentaux. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque exécution était présent sur place l'otage qui allait être exécuté la fois suivante. Entre 2012 et 2014, le groupe État islamique, a organisé une politique d'enlèvement d'étrangers en Syrie. Il y en a eu près de 30, 8 d'entre eux seront exécutés, 3 ont disparu, tous ont été violentés. 4 journalistes français ont été victimes de ces enlèvements, Nicolas Hénin, Pierre Torres, Édouard Elias et Didier François. Timothée Boutry, l'enquête sur cette affaire a permis d'entrer au cœur de l'organisation des terroristes islamistes qui ont ensuite commis plusieurs attentats en Europe. L'enquête, elle a permis d'identifier plusieurs personnes qu'on va ensuite retrouver dans cette vague d'attentats dont vous avez parlé. Par exemple, on sait que parmi les geôliers, il y avait quelqu'un qui s'appelle Najim Lachraoui, qui était l'artificier des attentats du 13 novembre et qui est mort en kamikaze dans les attentats de Bruxelles en mars 2016. On va identifier aussi Oussama Attar, qui a été lui aussi jugé par défaut dans le procès des attentats du 13 novembre. Il est considéré comme étant l'architecte principal des attentats du 13 novembre. On parle aussi de Al-Adnani, qui était le numéro 2 de l'État islamique. Voilà, les investigations vont révéler qu'on est sur des cas particuliers, mais avec au-dessus une organisation très structurée qui a vraiment utilisé cette politique à des fins d'expansion et d'expansion de la terreur. Où étaient gardés les otages ? Il y a eu au moins 2 lieux de détention principaux, on va dire. C'est l'hôpital ophtalmologique d'Alep, qui était une base de l'EI et dont un des bâtiments servait de centre de détention. Et ensuite, il y a une entreprise désaffectée dans la banlieue d'Alep, Sheikh Najjar. Et ça, c'est vraiment les 2 centres de détention principaux parmi une série d'autres. En 2014, 2 semaines après l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, le 30 mai, attentat qui a fait 4 morts tués par balle, un suspect est arrêté, il s'agit de Mehdi Nemmouche, et l'un des journalistes français qui a été otage de Daesh est troublé en regardant les images de ce suspect. L'ex-otage s'appelle Nicolas Hénin, il a été retenu prisonnier pendant 11 mois en Syrie entre juin 2013 et avril 2014. Mais en fait, Nicolas Hénin raconte qu'il est pris d'une nuit de doute et d'insomnie, selon ses termes, parce qu'il a vu l'image de Mehdi Nemmouche, une image pixelisée qui a été diffusée par les médias, puisque donc Mehdi Nemmouche a été arrêté un peu inopinément à Marseille. Et Nicolas Hénin se dit « J'ai un doute, est-ce que cet homme-là, que l'on présente comme Mehdi Nemmouche, ne serait pas le Abou Omar, l'un de nos geôliers, le plus sadique, le plus bavard, le plus violent, le plus marquant ?» Et il passe un coup de fil à la DGSI, les services de sécurité qui sont chargés de l'enquête sur leur prise d'otage en disant voilà, je peux pas être catégorique, mais peut-être c'est le Abou Omar, vérifié. Mehdi Nemmouche sera condamné à la perpétuité en Belgique en 2019 pour l'attentat antisémite contre le musée juif de Bruxelles. Mais concernant l'enquête sur les séquestrations d'otages occidentaux, il est resté silencieux pendant toute l'instruction, Pascal Aigret.
Oui, la stratégie de Mehdi Nemmouche, c'est clairement le silence ou le déni. Déjà lors de son procès en 2019 à Bruxelles pour l'attentat du musée juif, en dépit d'éléments de preuve très importants comme des résidus de poudre sur ses vêtements, les armes qui correspondaient, même la casquette qu'on a retrouvée dans ses affaires, qui est la même casquette que celle qu'on voit sur la vidéosurveillance du musée. Il dit non, c'est pas moi. Il choisit des avocats aussi un peu sulfureux qui ont des réputations de militantisme antisémite. Et la stratégie est exactement la même pendant les 10 ans d'instruction sur la procédure otage. C'est de garder le silence. C'est clairement sa stratégie. Je n'ai pas été le geôlier des otages. Je ne suis pas allée en Syrie. Et il y a quelque chose qui va peut-être, on espère, bouger au moment de ce procès. Le procès s'ouvre le lundi 17 février devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mehdi Nemmouche est le seul des 3 accusés présents à être jugé pour actes de torture et de barbarie aggravée. Les 2 autres répondent d'enlèvement et de séquestration. Pascal Aigret, dès le 2e jour, la cour visionne des vidéos de l'un des lieux de détention des otages dont on vient de parler, l'hôpital ophtalmologique d'Alep, des images de vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? On y voit essentiellement le couloir qui mène aux cellules et à la salle de torture, en sous-sol. On y voit des prisonniers aux yeux bandés, parfois par des t-shirts, en rang. On y voit des prisonniers suspendus, menottés, les 2 bras en l'air, sur la pointe des pieds. On y voit des prisonniers traînés par terre. On y voit des prisonniers frappés. En fait, on y voit des actes de violence extrême, des sévices et de torture, mais qui ne sont pas ceux qui ont lieu à l'intérieur des cellules et à l'intérieur de la salle de torture. En fait, c'est un aperçu de ce qu'ont subi les otages et aussi du système mis en place par l'organisation terroriste. Et sur ces images, d'après l'accusation, on voit clairement plusieurs accusés, dont le principal, Mehdi Nemmouche. Oui, le travail d'enquête a permis pour l'accusation d'identifier 3 des geôliers. Salim Ben Galem, qui est jugé par défaut, c'est-à-dire en son absence parce qu'il est réputé mort en Syrie, mais également Mehdi Nemmouche, donc le principal accusé de ce procès. Un 3e qui est également présent dans le box, qui est Abdelmalek Tanem. Le lendemain, l'un des 4 ex-otages français vient témoigner devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il s'agit du photographe Édouard Elias, 33 ans. Il en avait 22 quand il a été enlevé. Il parle de l'importance de son compagnon de captivité, le grand reporter Didier François. Ils se sont rencontrés en zone de combat. Ils ont choisi de partir ensemble. Le sujet de reportage, c'est de travailler sur l'utilisation d'armes chimiques par le dirigeant syrien Bachar al-Assad contre son propre peuple. Ils sont capturés très peu de temps après leur passage de la frontière et immédiatement incarcérés, torturés, dans un premier lieu où ils restent 4 jours ensemble. Donc là, ils se protègent l'un l'autre. Mais ensuite, ils sont séparés une dizaine de jours. L'un comme l'autre ne savent pas du tout ce qu'est devenu l'autre. Édouard Elias, au bout d'une dizaine de jours, il entend ou il croit entendre en français le mot « ami ». Et ça lui fait penser tout de suite au chant des partisans et il se met à entonner dans sa cellule, dans le noir, seul, le chant des partisans. Et il entend la voix de Didier François qui reprend le chant des partisans. Et à ce moment-là, ils ont la certitude, l'un comme l'autre, que l'autre est vivant, alors qu'ils sont à ce moment-là séparés dans des cellules complètement distinctes. Et ensuite, ils sont regroupés. Ensuite, ils sont regroupés et Édouard Elias parle d'une nouvelle étape de la détention. Il dit la personne avec qui on a choisi de partir, on lui dédie sa vie. La première promesse qu'ils se font d'ailleurs, c'est de s'aider à en finir s'il le faut. Et ensuite, ils décident d'élaborer ce qu'ils appellent une stratégie de survie. Ça consiste à essayer de se souvenir de tout. Par exemple, le son des claquettes d'un geôlier, ils finissent par surnommer le geôlier Abou Claquette. Par exemple, le nombre de tournées de toilettes, le nombre de fois où ils entendent les noms de guerre de leur geôlier, notamment Abou Omar pour Mehdi Nemmouche. Chaque jour, ils décident de faire travailler leur esprit, ce qui est une façon pour eux, dit Édouard Elias, de ne pas mourir à genoux, de rapporter, s'ils sortent de là vivants, le maximum d'informations. Donc c'est vraiment un travail de l'esprit qui leur permet de tenir debout, dit-il. Qu'est-ce qu'ils subissent comme sévices ? C'est des coups de pince sur les doigts, de l'eau bouillante sur les pieds et les mains, d'être suspendu sur la pointe des pieds pendant des heures.
d'être affamé, de n'avoir rien à manger ou de devoir partager très peu de nourriture, des bouts de pain, une poignée d'olives, d'entendre aussi les cris des autres prisonniers, notamment des prisonniers syriens qui sont, eux, torturés jusqu'à la mort, égorgés. Ils subissent également ce qu'on appelle le waterboarding, c'est-à-dire qu'en fait, on plonge la tête du prisonnier dans l'eau jusqu'à la suffocation. C'est vraiment une gamme de sévices assez inimaginable. Dans cette stratégie de survie, Édouard Elias raconte qu'il essayait de toujours rester à gauche de Didier François parce que Didier était blessé à la jambe gauche, donc pour le protéger. Et il raconte une autre chose qui l'a marqué pendant cette captivité. Oui, ça fait partie aussi des choses qui parfois font sourire malgré donc la gravité du récit, c'est qu'il y avait évidemment beaucoup de parasites et des morpions et qui s'aidaient entre eux à essayer de se débarrasser de ces sales petites bêtes. Donc ils s'enlevaient entre eux leurs morpions et puis un jour pour se venger, ils ont utilisé une des serviettes pleines de morpions et ils se sont débrouillés pour la laisser dans les toilettes pour que ce soit les geôliers qui les utilisent et ça a marché puisque dans les jours qui ont suivi, tous les geôliers étaient contaminés. Pascal Aigret, pendant ces 2 premières semaines de procès, les ex-otages racontent ce qui les aidait à tenir. Ils arrivent, par exemple, à construire un jeu d'échecs et un jeu de dames et à pouvoir, notamment dans la menuiserie de Cher-Najar, jouer avec ces petites pièces qu'ils ont fabriquées eux-mêmes avec ce qu'ils ont pu trouver, avec des bouts de pain ou avec des bouts de papier ou avec ce qu'ils trouvent. Ça aussi, ça fait partie des petites choses au quotidien qui aident à tenir. Pascal Aigret, Édouard Elias, comme les autres ex-otages français, reconnaît formellement Medine-Mouche comme l'un de leurs tortionnaires et l'un des pires. Oui, ça, dès le premier jour du procès. C'est-à-dire que la voix de Medine-Mouche, ses tournures de phrases, sa façon de respirer, son aisance, son cynisme, c'est aussi cette voix qui arrêtait pas de chercher Didier François. Il l'appelait, il entrait dans la cellule en disant « Mon petit Didier ». C'est la voix, dit-il, qui le terrorisait. Timothée Boutry, est-ce qu'on sait pourquoi ce geôlier, Abou Omar, appelait comme ça Didier François « mon petit Didier » ? Parce qu'en fait, il y a une relation assez particulière qui va se nouer entre Didier François, il est expérimenté, c'est un reporter de guerre, et Medine-Mouche, il est obnubilé par le conflit en ex-Yougoslavie, et notamment par l'engagement du gang de Roubaix dans ce conflit. Et quand il va découvrir que Didier François a effectivement couvert cette guerre, il va lui poser plein de questions. Et ça va être vraiment l'interlocuteur privilégié de Medine-Mouche. Ils vont avoir beaucoup d'interrogations géopolitiques, de discussions, et c'était interminable. Donc il y a vraiment quelque chose de très spécifique, ce qui fait que, évidemment, Didier François, il a un souvenir extrêmement précis de ce geôlier Abou Omar et de sa voix. Pascal Aigret, le vendredi 21 février, un Syrien vient témoigner. Il a lui-même été enlevé, séquestré et torturé par les djihadistes et il est aussi le compagnon d'une otage américaine de 26 ans qui a disparu après 1 an et demi de captivité et de sévices. Il avait rencontré Kayla Mueller, qui est une jeune humanitaire américaine, d'abord en Égypte, ensuite au Liban, et puis il s'était donné rendez-vous amoureux en Turquie. Il décide de s'installer pas loin de l'une des frontières turco-syriennes, lui parce qu'il est activiste et qui fait des allers-retours de l'autre côté de la frontière pour essayer d'aider des ONG ou des activistes rebelles, et elle parce qu'elle aide des réfugiés syriennes, et elle le supplie très souvent de l'emmener en Syrie, et la première fois qu'ils vont se rendre ensemble en Syrie, ils sont enlevés tous les deux. Elle aurait servi d'esclave sexuelle au calife autoproclamé de l'État islamique, Abou Bakr el-Baghdadi. Et lui va tout faire dans les premiers mois de captivité de sa fiancée pour essayer de la libérer. Et il raconte à la barre cette scène hallucinante où il arrive à d'abord sortir, lui, de premiers mois de détention, à revenir en Syrie et où on lui présente Kayla Mueller voilée de la tête aux pieds, qui s'effondrent et ils essaient d'expliquer au geôlier qu'ils étaient mariés ou qu'ils sont sur le point de se marier. Le geôlier le renvoie, lui, en centre de torture et elle disparaît dans l'organisation de l'État islamique. C'est la dernière fois qu'il la revoit. C'est un témoignage extrêmement frappant aussi parce qu'en fait, cet homme, finalement, il représente aussi tous les prisonniers syriens qui ont été séquestrés, torturés et tués par l'État islamique. Ce procès, il concerne beaucoup de pays. Ce procès concerne beaucoup de pays. Il y a bien entendu les 4 otages français, mais il y a aussi tous les anciens otages rescapés. Il y a des Espagnols, un Italien, un Danois,
Il y a aussi toutes les familles des otages qui ont été exécutés, des familles américaines, britanniques et d'autres pays. Timothée Boutry, le lundi 24 février, un autre ex-otage, l'ancien journaliste Nicolas Hénin, vient à la barre raconter son calvaire. Nicolas Hénin raconte comment, au début de sa détention, il a essayé de s'évader. Oui, il a même réussi en fait, puisqu'il a repéré que les barreaux n'étaient pas forcément bien fixés, et il va récupérer à la fois une chaise et une raclette de douche, et à l'aide de ces deux ustensiles, il va réussir à scier les barreaux, enfin en tout cas les écarter, et pouvoir sortir en pleine nuit. Et donc là, il raconte qu'il court, et qu'il est un peu dans le désert, il voit les lumières de la ville au loin. Au petit matin, il arrive dans un village, puis il indique qu'il tombe sur deux personnes en sous-vêtements, enfin en caleçon et en marcel, c'est le terme qu'il emploie. Et il leur dit aidez-moi, j'ai été capturé par des bandits. Manque de chance, il est tombé aussi sur des adeptes de l'État islamique. Il ramène au poste de police locale, d'où il va être ramené vers son lieu de détention. Et il a cette phrase, il dit un djihadiste en caleçon, ça ne se reconnaît pas. Et là, il paie cher cette tentative d'évasion. Nicolas Hénin, suite à ce qui s'est passé, passe par 4 pièces en fait. Une première où c'est une pièce médicalisée qui a l'odeur de formol. En fait, il se passe rien là, mais c'est un conditionnement. Ensuite, il est amené dans une salle d'interrogatoire. Il est évidemment entravé. On lui pose des questions. Il dit la vérité, tout le monde s'en fiche. Il prend des coups assez violents. On lui tire les bras vers l'arrière, donc il a une souffrance atroce. Ensuite, il est amené à l'extérieur et là, il est suspendu en fait. Il est entravé, on l'a dit au niveau des mains, accroché à une espèce de poulie. Il dit à une hauteur particulièrement sadique, c'est-à-dire soit il a la possibilité de toucher avec le bout des pieds le sol pour se reposer, mais auquel cas le poids vers le haut fait que ça lui cisaille les poignets avec les menottes, ou alors il se laisse suspendre, mais là il a aussi tout le poids qui repose, donc un supplice qui est proche de la crucifixion, donc sensation d'étouffement et la sensation de soif. Timothée Boutry, le lendemain, une enquêtrice des renseignements intérieurs français, la DGSI, revient sur tout le travail qui a été fourni pour essayer d'établir que Médine Mouche et le geôlier Abou Omar étaient bien une seule et même personne. Oui, on l'a dit au début de ce podcast, c'est d'abord Nicolas Hénin qui allume la mèche, si je puis dire. Après avoir vu la photo du suspect de l'attentat du musée juif de Bruxelles, il se dit Et si c'était ce fameux Abou Omar, il dit que c'est quelqu'un qui vient du nord de la France, un ancien délinquant, et qu'il était fasciné par Mohamed Merah, mais qu'en même temps, il adorait l'émission Faites entrer l'accusé, et qu'il aimait aussi la chanson française. Donc tout ça, c'est des éléments biographiques d'Abou Omar. En fait, Médine Mouche, quand il est interrogé, il dit rien. Il fait usage de son droit au silence, mais que pendant son transfert entre Marseille et le Valois-Perret, où se situe le siège de la DGSI, dont le transfert se fait en TGV, Médine Mouche va s'épancher auprès d'un enquêteur et lui parler de Faites entrer l'accusé, Mohamed Merah, la chanson française. Et donc, en fait, on retrouve la même chose, le portrait chinois de Médine Mouche, va dire l'avocat général. Et en fait, dès le départ, on a ces éléments qui collent en fait sur le profil de ce Abou Omar qui correspond totalement au profil de Médine Mouche. Et ces éléments-là, ils vont encore plus être corroborés par le témoignage des autres ex-otages et aussi, on l'a dit, par l'exploitation des images de vidéosurveillance de l'hôpital d'Alep sur lesquelles on repère un individu dont on a tout lieu de penser qu'il s'agit de Médine Mouche. Il lui ressemble énormément. Le mercredi 26 février, François Hollande, l'ancien président qui était en exercice à l'époque, vient témoigner à la barre. C'était une demande de l'avocat de la défense de Médine Mouche qui voulait l'interroger sur un point précis. La France a-t-elle ou non versé une rançon pour obtenir la libération des otages ? François Hollande dit non mais moi, à chaque fois que je suis convoqué, je viens. Parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer comment, au plus haut sommet de l'État, on gère ce type de crise. On le sait, le mandat de François Hollande a été marqué par une série d'attentats effroyables. Et il dit très clairement, la France ne verse pas de rançon, c'est la doctrine et il la réaffirme. Et à plusieurs reprises, François Hollande tourne en dérision les arguments de l'avocat de Médine Mouche. François Hollande, on le sait, c'est un excellent orateur et il va réussir à retourner en fait les questions de l'avocat en se moquant un peu de lui. Notamment à un moment donné, l'avocat fait état des commentaires d'un article sur la libération des otages et plusieurs internautes anonymes vont dire ah bah on a payé une rançon, c'est sûr. Et là François Hollande lui dit mais attendez, méfiez-vous des commentaires. Je vous invite à pas lire ce qu'on va pouvoir dire après vos plaidoiries. Et François Hollande le reprend aussi une nouvelle fois sur les rançons en disant mais vous intéressez beaucoup à cette question-là.
alors que pourtant je vois pas le rapport avec le procès, sauf si vous nous dites que votre client a perçu de l'argent et vous invite à vous poser la question sur la manière dont vous êtes rémunéré. On pourrait même dire que ça a un peu fait du bien. Ce procès est tellement dur, tellement lourd, les faits sont atroces et François Hollande il va donner une petite touche voilà, un petit peu décalée, mais en fait c'est la défense de Mehdi Nemmouche qui va offrir ce moment-là et en fait on peut vraiment le dire, ça va se retourner contre la défense de Mehdi Nemmouche. Le jeudi 27 février, Mehdi Nemmouche est interrogé dans le box des accusés, derrière une vitre. Avant d'aller plus loin, Timothée Boutry, est-ce que vous pouvez nous résumer son parcours? Qui est-il finalement? Il est né à Roubaix et en fait, il va être très tôt placé en famille d'accueil puisque sa mère n'est pas en mesure de l'élever. Il a vrillé à un moment donné puisque sa mère l'a repris. Il est parti pendant 1 an vivre auprès d'un oncle. Ce départ était manifestement pas une bonne idée. Quand il est revenu, il était abîmé. Il a sans doute subi des violences. Et après, il est parti très tôt dans la délinquance, commettre des vols de plus en plus importants. Et il a notamment effectué 5 ans de prison. Et c'est à l'issue de cette détention, au cours de laquelle il va se radicaliser, qu'il va partir en Syrie. On l'a dit, Mehdi Nemmouche est resté silencieux pendant toute l'instruction. Et là, il parle. Oui, il parle, et il parle même beaucoup. Alors son avocat avait prévenu qu'il le ferait. Et d'emblée, il prend la parole. D'emblée, il dit « J'ai rejoint une organisation terroriste et je ne le regrette pas ». Mais il dit « Vous qualifiez de terroriste. Moi, en fait, je suis venu défendre un peuple, le peuple syrien. Le terrorisme, c'est l'arme du pauvre, c'est l'arme du soldat sans État. » Tout son discours, il va le matiner de références historiques, géopolitiques et notamment de la colonisation, en parlant de ce qu'a pu faire l'armée française et en disant « Voilà, il y a aussi des massacres commis en Indochine, en Algérie, mais on ne va pas qualifier ça de terrorisme. Et dès qu'on s'oppose aux États-Unis, alors on a un groupe terroriste. » Et lui aussi, il va mettre son engagement au sein d'organisations terroristes comme un combat contre la colonisation. Ça va vraiment rythmer toute sa déclaration en disant, à côté des crimes de l'armée américaine qui a commis des massacres en quantité industrielle, l'État islamique, ce sont des petits joueurs. Il reconnaît être allé en Syrie, mais il dément avoir été l'un des ravisseurs des otages occidentaux et il est repris plusieurs fois par le président de la Cour. Oui, c'est une stratégie pour le coup vraiment de rupture. C'est revendiquer l'acte politique, l'engagement au sein de ce groupe terroriste, mais en même temps sur les faits nier et dire non, je ne suis pas le geôlier. Évidemment on le reprend parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la procédure, on l'a dit, son portrait chinois, ses obsessions, les images de vidéosurveillance, et à chaque fois Mehdi Nemmouche réfute être ce geôlier, il dit non, et il utilise la référence d'un film, 2 hommes dans la ville, en disant à force de chercher un coupable, on finit par le fabriquer. Donc il a toujours des références un peu pop. Si on met de côté le fond de sa pensée, la forme est très bonne. Timothée Boutry, à un moment, le président de la Cour d'assises spéciale l'interroge sur une courte période de sa vie. Entre son départ de Syrie et son retour en Europe au début de l'année 2014, Mehdi Nemmouche fait un voyage bref en Asie du Sud-Est. On se demande si c'est pas pour brouiller les pistes, mais en même temps, il va se filmer et les vidéos vont être diffusées. On le voit se moquer de gens qui pratiquent le tai chi ou alors faire le malin à l'arrière d'un scooter en Thaïlande. Et on a retrouvé dans des documents un texte qu'il a écrit en parlant de ce séjour, en faisant référence notamment à une orgie de sexe. Alors la question lui est posée, mais est-ce que ça a servi à ça aussi? Et il a cette formule, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, avec un souvenir. Alors on est vraiment dans quelque chose de totalement décalé, hein, voilà, mais c'est ça aussi Mehdi Nemmouche. Timothée Boutry, après cet interrogatoire, est-ce que les 4 journalistes ex-otages sont encore certains que Mehdi Nemmouche était bien l'un des geôliers, ce fameux Abou Omar? Oui, parce que le lendemain de cette audition qui a duré toute la journée, ils sont tous réinterrogés pour être confrontés à Mehdi Nemmouche, puisque ça n'a pas pu être fait dans le cadre de l'instruction. On l'a dit, Mehdi Nemmouche a gardé le silence et a contesté. Et là, ils sont formels. Les 4 disent on est certain à 100% qu'il s'agit bien de Abou Omar. Didier François qui dit j'ai reconnu sa voix, ses expressions, le même panthéon. Son panthéon, c'est Mohamed Merah notamment. Pierre Torres va dire non mais je reconnais sa voix comme je reconnais celle de mon frère ou celle de Jacques Chirac. Voilà, c'est sa formule. Et Nicolas Hénin, on l'a dit, c'est lui qui le premier a permis de l'identifier. Et donc vraiment, tout converge vers lui comme étant ce geôlier particulièrement sadique. Pascal Aigret, le régime de Bachar el-Assad est tombé le 8 décembre 2024 et après le départ de l'ancien dictateur syrien, Édouard Elias est retourné dans le pays
et il s'est rendu à l'hôpital ophtalmologique d'Alep, là où il a été emprisonné et torturé. Oui, Edouard Elias continue à travailler comme photographe indépendant et dès qu'il a su que le régime de Bachar el-Assad tombait, il a voulu retourner en Syrie et à Alep en particulier et l'hôpital ophtalmologique où il a été prisonnier et torturé. Il est arrivé sur place, il raconte qu'il a descendu l'escalier qui mène au sous-sol, qu'il a reconnu les marches, qu'il a reconnu l'odeur. Et il parle de cette odeur comme d'une petite odeur de la mort qui ne partira jamais. Merci Pascal Aigret, Timothée Boutry. Ce procès se poursuit devant la Cour d'assises spéciale de Paris jusqu'au 21 mars. On peut lire vos comptes rendus d'audience sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquier-Roty, Raphaël Pueyo et Clémentine Spiller, réalisé par Pierre Chaffonjon. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi matin dans Crime Story par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.